il y a carrément quelqu'un à l'IGGN qui a pu dire « Non, moi j'ai jamais vu de cas racistes, de propos racistes. Bon, il y a bien l'expression c'est du travail d'arabe, mais c'est une expression commune. » Enfin, je veux dire, les personnes disent ça et ne se posent pas de questions derrière, quoi. Et il y a en effet ce constat très amer en fait, d'Amir après 10 ans passés, lui qui voulait faire marcher la méritocratie, montrer ce qu'il valait avec ses comparses racisés. En fait, 10 ans après, il dit c'est peine perdue. Et finalement, il y a peut-être 2-3 personnes dans le peloton qui ont changé d'avis, mais l'ensemble derrière pense toujours que les Arabes sont des voleurs, les Noirs sont des violeurs, et que lui, en fait, est juste une exception qui va confirmer la règle. L'alcool est toléré en gendarmerie, pas les Arabes. Un gendarme a raconté à nos confrères de Street Press 10 ans de racisme, des insultes aux accusations de radicalisation. Amir a subi un calvaire dans l'indifférence de sa hiérarchie qui a fini par le mettre au placard. Résigné, Amir a choisi de quitter la gendarmerie et ranger son uniforme. Un témoignage poignant sur lequel nous reviendrons avec l'auteur de l'article, Christophe Cécile Garnier. On parlera avec toi d'une autre affaire qui a fait grand bruit le 27 juillet 2020. Street Press s'appuyant sur le témoignage d'un policier lanceur d'alerte et de nombreux documents révélés les maltraitances et le racisme quotidien dans les cellules du tribunal de Paris. Le parquet a toutefois décidé de la classer sans suite. Bonsoir Christophe Cécile. Bonsoir. Alors c'est toi qui a recueilli le témoignage très dur de Amir, un gendarme qui officiait à Maison-Alfort et qui a quitté la profession face au racisme et aux fausses accusations de radicalisation qui l'ont visé. Sa hiérarchie et l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont restées sourdes à sa souffrance. Il s'est alors tourné vers Street Press. Oui, exactement. Donc Amir, c'est un prénom d'emprunt, c'est pas vraiment son prénom parce qu'on en parlera. Il avait peur évidemment des répercussions. Il s'est confié à nous il y a déjà maintenant 6 mois. 6 mois où vraiment, il nous a rencontrés, il a parlé pendant plusieurs heures de tout ce qu'il a pu vivre parce que c'est long, une décennie, et il avait énormément de choses à dire sur tout le racisme qu'il a pu vivre assister aussi parce que les faits qu'il dénonce, c'est aussi énormément de racisme envers les populations civiles. Ça va être des choses comme croiser des femmes voilées, parler de Batman, de Belphégor, ou utiliser des termes comme négro, youpin, pour les juifs, pour les noirs, que des choses du fond rance finalement et auxquelles personne n'a jamais rien dit à part lui, et il s'est vraiment heurté à un mur. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et on a l'impression que dans ces récits, c'est toujours un petit peu... On a vraiment l'habitude on a toujours les mêmes finalement protagonistes, c'est-à-dire des personnes, on va dire racisées, donc noires ou arabes, qui ont plutôt des parcours exemplaires, qui rejoignent la police ou la gendarmerie pour un peu casser les préjugés, pour changer les choses de l'intérieur. Et au final, ils s'aperçoivent qu'en fait que c'est peine perdue et ils se retirent en y laissant des plumes. Oui, complètement. C'est vrai que, comme tu dis, pour avoir récolté déjà plusieurs témoignages de policiers, de gendarmes confrontés face au racisme, c'est vraiment toujours la même chose. Et il y a en effet ce constat très amer en fait, d'Amir après 10 ans passés, lui qui voulait faire marcher la méritocratie, montrer ce qu'il valait par rapport avec ses comparses racisés. En fait, 10 ans après, il dit c'est peine perdue. Et finalement, il y a peut-être 2-3 personnes dans le peloton qui ont changé d'avis, mais l'ensemble derrière pense toujours que les Arabes sont des voleurs, les Noirs sont des violeurs, et que lui, en fait, est juste une exception qui va confirmer la règle. Et en fait, c'est vraiment toujours le même témoignage, en effet, de personnes qui sont vraiment là, exemplaires, comme on l'a dit, parce que Amir, c'est quelqu'un qui était, par ses premiers supérieurs, vraiment loué pour son action. Et pour autant, il n'avait pas d'augmentation, il n'avait pas de bonnes notes. Donc, ce qui fait que les notes, ça amène des primes, et il n'en avait pas du coup. Et ses premiers supérieurs ne comprenaient pas en fait ce qui se passait, et ça bloquait vraiment au niveau du commandant du peloton, qui a été visé surprise pour des enquêtes pour racisme. Donc voilà, tout ça en fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui l'a touché et dans lequel il a été engrainé pendant des années. Et une fois de plus, dans ce genre d'affaires, la police ou la gendarmerie se défend en présentant ces blagues racistes comme ces insultes racistes comme des blagues. Oui, c'est ça, évidemment. En fait, il y a même un côté très cynique. C'est que dès que les personnes racisées, les gendarmes racisés disent « non, en fait, faut pas dire ça », on leur dit qu'ils n'ont pas d'humour, en fait, tout simplement. On leur dit « ah non, mais vas-y ». En fait, pour se fondre vraiment dans la masse du peloton, dans le groupe, dans la corporation, il faut vraiment en fait accepter de subir ça sous prétexte, en effet, d'un humour noir. Il nous a
donné accès à toutes les images qui avaient pu être envoyées sur un groupe WhatsApp. Ben voilà, il y a telle personne racisée une image de telle personne racisée qui match avec la police. Il y a énormément de photos de pénis aussi de manière générale. Enfin, c'est vraiment un humour parfois très beauf. Et puis il y a énormément de photos de sexisme, des trucs où on fait référence aux femmes à un lave-vaisselle. Enfin, bref, c'est vrai que quand on a une personnalité exemplaire comme celle d'Amir, que j'ai pu vraiment côtoyer depuis 6 mois, bah, ça pouvait pas marcher, quoi. Et moi, ce qui m'a interpellée dans l'affaire en fait d'Amir, c'est cette accusation finalement de duplicité, voire de trahison à la nation. Amir rapporte que en tout cas la hiérarchie a pu dire qu'il fallait se méfier des personnels musulmans de l'escadron, car ils pourraient retourner leurs armes contre leurs camarades quand ils sont en stand de tir. Oui, complètement. Ça a été dit, c'est d'ailleurs acté dans l'enquête de l'IGGN. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout concerné par toute cette histoire, un autre gendarme qui dit ça d'un de ses supérieurs. Et en fait, Amir aussi, ce qu'il a eu, il a en effet été soupçonné de radicalisation quand il commençait évidemment à un peu élever la voix. Alors c'est arrivé après une de ces fameuses blagues, en tout cas ce qu'il estime comme tel, c'est que Amir, par exemple, musulman, donc il mange pas de porc, mais il a jamais demandé des repas halal. Il a toujours, par exemple, demandé des repas végétariens, ce qui, peut s'entendre. Et en fait, plusieurs fois, il y a l'adjudant en charge de la nourriture qui lui a dit, il y a un repas ici, mais t'inquiète pas, c'est de la nourriture halal. Et en fait, à un moment, il est tombé sur une salade de jambon, donc difficile de dire que c'était pas du porc. Et du coup, à un moment, il s'est énervé. Et suite, par exemple, à un événement comme ça, on a commencé à se dire « Ah non, mais il est revendicatif, donc il doit être radicalisé ». Et en fait, ces rumeurs-là sont allées jusqu'au GIGN où il tentait d'entrer. Donc c'est aussi là où on voit toute la porosité en fait, de la rumeur néfaste qu'il a pu avoir, quoi. Et vraiment, ça a amené à vraiment ruiner ses espoirs, parce que lui, il voulait en plus vraiment rentrer dans le GIGN. Donc voilà, cette radicalisation, ça l'a vraiment touché quand il l'a appris, parce que c'était vraiment ce sur quoi il s'était battu pour montrer qu'en fait, toutes les personnes arabes n'étaient pas des terroristes, en fait. Et on l'a ramené à cet état de fait. Et sachant que c'est vraiment l'accusation suprême, la radicalisation. Il y a pas, si on veut tuer, en tout cas un homme arabe musulman, en tout cas de confession musulmane, on dit de lui qu'il est radicalisé et il est terminé. Le point de départ aussi, donc il y a effectivement ce repas qu'il aurait. Enfin, il n'a jamais demandé de repas halal, mais il ne mangeait pas de viande. Et de là, on a dit qu'il était communautaire et donc radicalisé. Parce que le fond du problème, c'est pas plutôt le fait qu'il est remonté à la hiérarchie, que des gendarmes étaient ivres et en service et armés lors d'interventions ou de maintien de l'ordre. Ça a fait partie en effet du problème, parce que Amir, donc, qui voulait rentrer au GIGN, c'était quelqu'un qui était toujours dans l'excellence, très compétitif, à vouloir faire monter aussi tout le peloton par le haut, et il a vraiment commencé un peu à être déçu par les gens de son peloton quand il a vu que certaines personnes se mettaient des mines, excusez-moi pour la vulgarité du langage, mais c'est vraiment ça, et puis étaient complètement sous au moment de reprendre le service derrière, parfois pour des opérations de maintien de l'ordre, ce qui pose quand même certaines questions, des CRS qui sont complètement ivres, qui sont armés, qu'est-ce qui peut mal tourner finalement par rapport aux manifestants. Et du coup, quand il a commencé à dénoncer ça, on l'a rabroué, et puis au fur et à mesure, on a commencé pareil à dire que c'était quelqu'un de trop sanguin. On lui a vraiment retourné le stigmate. Qu'on dirige surtout en plus vers les Arabes et les Noirs. Ils sont incontrôlables, ils sont ingérables, ils sont sanguins, ils ont le sang chaud, oui, complètement. Ouais, voilà, tout pour disqualifier finalement une plainte qui, en plus de ça, vise à la sécurité des personnes, puisque intervenir avec une arme tout en étant ivre, ça, pour le coup, c'est un véritable délit. Et alors que du coup, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que du coup, l'enquête IGGN, il y a beaucoup de gendarmes interrogés dans l'enquête IGGN qui ont pu noter qu'en effet, il y avait un problème avec l'alcool dans la gendarmerie. Donc ça ne vient pas que de lui non plus, c'est vraiment étayé par des faits. Mais clairement, on a finalement considéré que sa requête, ces demandes n'étaient pas viables, quoi. Et malgré tous les faits, l'IGGN estime qu'aucun personnel de l'escadron n'a été directement victime de racisme et qu'il n'y a pas de harcèlement moral envers Amir, car personne n'agit de manière ciblée et répétée pour nuire au futur ex-Pandore. Oui, exactement. Quand on lit vraiment le rapport de l'IGGN, on lit tout ce qu'ils ont trouvé, et donc vraiment, on trouve parfois vraiment des pépites. Une personne à qui on demande, parce qu'elle a le malheur d'être aussi racisée, on lui demande si jamais elle est arabe, français, comment elle se définit.
pour une personne qui est gendarme, on n'imagine pas à quel point ça peut être une violence, quoi. Et du coup, oui, voilà, donc toute cette enquête, à la fin de ce rapport de l'IGGN, quand on lit les conclusions, vraiment, on ne comprend pas les 25 premières pages qu'il y a pu avoir, parce que, en fait, tout ce qu'ils ont pu écrire avant, il y a une conclusion qui n'est pas du tout la même que quand on est un peu connaisseur de ces états de fait. On estime que Amir s'est énervé à un moment, parce que oui, il s'est énervé quand il a vu que rien ne bougeait et que les gens pouvaient parler dans son dos. Et en fait, on ne prend pas du tout en compte le fait que, oui, il y a des années de racisme en fait aussi derrière qui peuvent expliquer ça, quoi. Donc il n'y a aucune remise en question de l'institution, parce qu'il ne peut pas y avoir finalement de remise en question de l'institution. Et une impunité qui profite toujours à cette institution, parce qu'il y a quand même plus d'1 millier d'images et de vidéos d'une conversation WhatsApp au sein du peloton, des photos, tu le disais tout à l'heure, de pénis et des blagues graveleuses, il y a des comparaisons de personnes noires avec des primates, donc il y a des traces écrites. C'est-à-dire que les mecs ne se disent pas à un moment donné... tenir ce genre de propos déjà de vive voix est problématique, mais il y a cette impunité qui finalement leur donne cette liberté même de laisser des traces écrites qui pourraient être dirigées contre elles. Oui, complètement, mais j'ai même l'impression qu'à un moment, ils ne se rendent pas compte, en fait. Pour eux, le racisme, c'est même pas ça, ça doit être bien plus grave, mais du coup, je ne sais pas dans quel secteur on atteint cette gravité, parce que, voilà, il y a carrément quelqu'un à l'IGGN qui a pu dire « Non, moi, j'ai jamais vu de cas racistes, de propos racistes. Bon, il y a bien l'expression c'est du travail d'arabe, mais c'est une expression commune. » Je veux dire, les personnes disent ça et ne se posent pas de questions derrière, quoi. On est dans des cas parfois qui sont lunaires. Et alors, c'est quoi les nouvelles d'Amir ? Comment il va ? Il s'est orienté, est-ce qu'il s'oriente vers un nouveau métier, j'imagine ? Alors oui, pour l'instant, il prend le temps, après 10 ans, de prendre du temps pour soi. Il va partir en vacances, faire un tour du monde. Donc j'espère qu'il va extrêmement en profiter. Mais c'est vrai que Amir, il a quitté la gendarmerie en début septembre. Et après plusieurs mois où vraiment, il attendait avec impatience cette démission, quoi. Pour lui, c'était pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tardé à mettre en ligne cette enquête, suite à sa demande, parce qu'au départ, elle devait être prévue d'abord pour juin, puis pour juillet. Et en fait, il avait vraiment peur que, quand l'histoire sortirait, il serait reconnu, parce qu'évidemment, il peut être que reconnu par sa hiérarchie. Et il a peur des représailles. C'est ça, il avait extrêmement peur des représailles. Et ça dit quelque chose aussi de l'ambiance dans laquelle il a évolué. C'est terrible. On va parler d'une autre affaire, c'est celle qui a fait grand bruit, je le disais tout à l'heure, le 27 juillet 2020, Street Press, s'appuyant sur le témoignage d'un policier lanceur d'alerte, c'est le brigadier chef Ben Mohamed. Donc ce lanceur d'alerte, à l'appui aussi avec de nombreux documents, révélait les maltraitances et le racisme quotidien dans les cellules du tribunal de Paris. Donc vous aviez enquêté sur ça, et cette enquête justement a contribué, votre enquête a contribué justement à ce que le parquet ouvre une enquête judiciaire, cette fois-ci, parce que c'est ça qui est aujourd'hui terrible, c'est que les journalistes, et en particulier Street Press, qui dénoncent énormément le racisme au sein des institutions, qui fait quelque part des pré-enquêtes. Vous faites le travail des policiers, vous leur facilitez bien. Donc l'enquête est ouverte, mais le parquet décide toutefois de la classer sans suite, malgré, encore une fois de plus, des preuves qui sont irréfutables. Oui, la meilleure preuve étant tout simplement la parole d'un policier, donc le brigadier chef Amar Ben Mohamed, que je salue ici, qui porte vraiment toute cette enquête depuis, qui a porté cette enquête et qui en subit les conséquences depuis maintenant 2 ans. Et c'est vrai que normalement, moi je fais aussi des cas de violence policière, et c'est vrai qu'en général, quand il y a un outrage ou une rébellion d'une personne contre un policier, il n'y a pas besoin de 36 témoignages de policiers pour dire « Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu, il l'a traité de sale flic ou quoi ». En général, un témoignage, ça suffit. Et là, bizarrement, on a plusieurs témoignages des milliers, c'est ça ? Alors, il y a Amar Ben Mohamed qui dit qu'il y a eu des milliers de cas, en effet, de maltraitance, d'insultes racistes ou homophobes, de privation de nourriture, de privation de soins, donc des cas quand même graves et qui ne devraient pas arriver au sein de la justice française. Malheureusement, c'est le cas. Et quand il a dit ça, en effet, ça a fait grand bruit. Il y a quand même des communications ministérielles à ce sujet. Il y a cette enquête. Et au final, cette enquête, donc classée 2 ans plus tard, où on a découvert qu'il y avait eu en tout et pour tout 3 personnes auditionnées. Il y a Amar, donc bon. Audition, pas de garde à vue. Audition, pas de garde à vue, non, ça serait même trop espéré. Donc il y a Amar qui a été auditionné, il y a son chef et le commissaire général qui, eux, ont dit n'avoir rien vu. Alors,
on peut aussi se dire que le chef d'Amar, il était 12 étages au-dessus du dépôt, donc évidemment, il n'a pas dû voir grand-chose. Et le commissaire général, il était carrément à 7 km du tribunal de Paris. Donc en effet, les infos n'ont pas dû passer vraiment devant eux. Mais c'est terrible parce qu'ils disent cette personne-là ne nous a jamais prévenus, et puis les syndicats n'ont jamais rien fait remonter. Et Amar, il en a parlé à son syndicat à l'époque. Il y a des actes, il a à chaque fois fait des courriers pour montrer ça, parce que c'est quand même quelqu'un de très procédurier, et c'est grâce à toute cette procédure-là qu'on a réussi à avoir autant d'éléments pour documenter les faits. Mais voilà, il a fait remonter les faits à chaque fois, et à chaque fois, en fait, on lui dit carrément, il l'a pas fait remonter suffisamment tôt, alors que ça faisait des années qu'il prêchait dans le désert. Donc vraiment, on se retrouve, encore une fois, dans un cercle vicieux, et là, Amar, il a décidé de parler en son nom, ce qui a donné aussi énormément de force à cette enquête, et pour le coup, lui, il en subit les conséquences, quoi. Donc on peut comprendre aussi pourquoi Amir, du côté de la gendarmerie, a décidé de parler avec un faux prénom, parce que ses représailles... Tu peux nous rappeler les conséquences qu'a subi ce brigadier ? Oui, absolument. Il a été sanctionné 2 fois maintenant, en 2 ans, depuis 2 ans par sa hiérarchie. 2 avertissements, ce qui n'a pas l'air comme ça pour nous. On peut se prendre un avertissement, on a l'impression d'être à l'école. Dans la police, ça fait quand même une sanction, et ça dénote quand même du traitement qui est fait. Je rappelle que au final, les répercussions de cette enquête sur le TGI, ça a donné 2 avertissements, dont au moins un pour Amar, maintenant un 2e, un blâme, une alternative aux poursuites et un passage en conseil de discipline. C'est-à-dire que c'est très mince finalement par rapport à l'entièreté des faits qui ont pu être révélés et de la hiérarchie qui a couvert ce qu'on avait révélé à l'époque. Est-ce qu'il y a un appel peut-être qui est en cours, ou on peut quand même faire appel du coup de cette décision du parquet de classer cette affaire sans suite, notamment de saisir juge d'instruction? Je pense que l'avocat d'Amar Ben Mohamed, Daria Halimi, ne va pas laisser l'affaire là, heureusement, et je pense que va y avoir quand même, j'espère, des mobilisations pour faire en sorte que cette enquête puisse aller au bout, et qu'il puisse y avoir une enquête, parce que finalement il n'y a pas eu d'enquête. Donc j'espère, et j'appelle vraiment de tous mes voeux que ça puisse arriver, mais c'est vrai que pour l'instant on est presque revenu avant la case départ, quoi. C'est comme si c'était rien passé. Justement, j'ai cette question aussi, Christophe Cécile. Street Press, je le disais tout à l'heure, enquête régulièrement sur le racisme au sein des institutions, et en particulier de la police. C'est vraiment des enquêtes très sourcées, très documentées. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent ? Et si oui, en quoi ? C'est une question très difficile, parce que là, après les articles qu'on vient de sortir, c'est vrai que on est parfois un peu pas toujours très confiant par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a eu des mouvements. On se rappelle tous de la manifestation du rassemblement du comité Adama devant le tribunal judiciaire de Paris, avant même qu'on sorte ce qui se passait au TGI. Donc voilà, c'était un peu prémonitoire, où il y avait des milliers de personnes. On sentait qu'il y avait des choses qui se passaient. Il y avait une interdiction de la clé d'étranglement par la police. Et il y a eu, après l'enquête sur le TGI, on sentait qu'il y avait un mouvement. Et puis en fait, c'est vrai que depuis 2 ans, il y a plutôt tout qui se détricote. Il y a les refus d'obtempérer, où il y a énormément de personnes tuées. On rappelle 6 personnes en un mois. C'est énorme. Et c'est un peu des fois l'impression que rien ne bouge, rien n'avance. J'ai quand même tendance à penser que les gens de plus en plus ont conscience qu'il y a un problème. Et que c'est pas que l'affaire de quelques policiers, il y a évidemment des brebis mais il y a aussi un système en fait qui couvre derrière tout ça. Et je pense que plus les gens réussissent à prendre conscience qu'il y a ça, et plus on pourra avancer, et plus les policiers qui font bien leur travail au sein de la police, de la gendarmerie, les membres des forces de l'ordre, se sentiront mieux, je pense aussi. C'est vrai que les langues se délient, et effectivement on a des policiers ou des anciens gendarmes qui deviennent lanceurs d'alerte et qui dénoncent justement ces injustices qui empoisonnent l'institution et même la société. Merci infiniment, Christophe Cécile. Je vais quand même te laisser le dernier mot. Est-ce que tu voudrais peut-être ajouter, parler des prochaines enquêtes de Street Press ? On en a toujours plein, et c'est un peu... je peux pas en dire trop pour l'instant, mais c'est vrai qu'on prépare plein de choses. Et puis, n'hésitez pas aussi à soutenir ce travail journalistique. Alors, soutenez le média, évidemment. Mais aussi, Street Press. N'hésitez pas à nous soutenir, parce que c'est un travail qui prend du temps et de l'argent. Et on est une petite équipe malgré tout, mais on essaye de faire comme on peut. Et puis s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi témoigner de leurs histoires, même si là j'ai pu paraître un peu défaitiste, malgré tout il y a des choses qui avancent, et on prend chaque témoignage. Oui, l'appel est lancé. Rapprochez-vous de Street Press si vous voulez apporter des témoignages. Et puis l'important effectivement, il faut toujours en parler si on veut pouvoir lutter contre cette injustice institutionnalisée.